Bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. Ce soir, notre invité, Maître Jean-Yves Marcot-Desrois, l'avocat de Raymond Apcher. Hier, vous l'avez vu, sur le plateau, Éric Spitz, donc le préfet de Guyane, était venu nous parler de cette affaire Terca avec les huissiers qui sont rentrés dans l'affaire. Et depuis, eh bien, personne ne bouge jusqu'en juillet. Est-ce que ça sera vraiment le cas ? Est-ce qu'on peut attendre jusqu'en juillet lorsqu'on parle d'expulsion sur cette zone Terca? La réponse également ce soir avec l'avocat de Raymond Apcher, Maître Marcot-Desrois. Et ça sera juste après le journal. À tout de suite. C'est désormais officiel. Jean-Paul Lepelletier a démissionné de son poste de président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Guyane. Information qu'il a confirmée ce matin en conférence de presse. Je confirme donc cette décision annoncée hier de démission que je remettrai ce jour au préfet. À titre personnel et avec ma famille, quelque part, pour moi, c'est la fin d'une période importante de ma vie. 15 ans d'investissement en tant que président, 5 ans avant en tant que membre de la Chambre. C'est aussi un soulagement parce que ça permet de sortir d'une période difficile. Mardi soir, on apprenait via le site d'information GuyaWeb la décision de la Cour de cassation. L'arrêt daté du 25 novembre dernier rend définitive sa condamnation pour favoritisme et abus de biens sociaux. Mais l'ex-président de la Chambre déclare ne pas en avoir eu vent. L'arrêt de la Cour de cassation n'a fait l'objet d'aucune notification officielle à mon attention, en dehors peut-être des courriers recommandés que j'ai relevés dans ma boîte aux lettres de ce matin. J'avais non seulement connaissance de la date de l'audience du 25 novembre, mais également de la part des conseils, que ces conseils m'ont tenu informé du déroulement des opérations, mais que l'avocat, si on peut, enfin l'avoué d'ailleurs, qui introduit le dossier au niveau de la Cour de cassation, je n'ai aucun contact avec lui. Jean-Paul Lepelletier a été condamné en 2011, confirmé en appel en juillet 2013, à 5 ans d'inéligibilité et 30 000 € d'amende pour avoir octroyé un marché public en 2008 à une société co-gérée par sa compagne, Sylvie Brival, condamnée elle à 7 000 € d'amende pour recel de favoritisme. L'ex-président se défend de tout favoritisme dans cette affaire. Dès l'origine, j'ai toujours indiqué que je n'étais pas dans le département, je n'étais pas là, les services ont travaillé, qu'ils aient bien travaillé ou mal travaillé, c'est un autre problème, et ils ont décidé d'attribuer un marché à une société dans laquelle mon épouse était co-gérante et était co-associée. Point. Jean-Paul Lepelletier quitte la chambre consulaire de Guyane après 15 ans passés à sa tête. Un nouveau président devra être élu sous 5 jours après sa démission. Pour l'heure, seul Carole Ostorero a fait part de sa candidature. Dans l'attente de l'organisation d'un nouveau vote, c'est Richard Gabriel, premier vice-président de la CCIG, qui assure l'intérim. Ce matin, 5 nouvelles tapouilles illégales ont été détruites à Dégradé-Cannes. Depuis l'adoption d'une nouvelle loi en octobre 2014, 35 tapouilles ont été détruites depuis le mois de novembre sur l'ordre du juge. L'année dernière, 65 bateaux ont été arraisonnés, 127 km de filets ont été saisis et une soixantaine de capitaines ont été jugés. Des interpellations qui ont été possibles et qui continueront grâce à des moyens supplémentaires. Nous avons le renfort d'un officier brésilien qui sera en permanence à Cayenne, puisque nous avons multiplié les patrouilles conjointes avec la marine brésilienne. Lorsque les Surinamais ont créé une Coast Guard en achetant 3 navires à la France, avec des marins que nous formons. Donc tout ça, c'est quand même un ensemble de choses positives auxquelles il faut rajouter la couverture VHF de la Guyane en 2015 et puis d'ici 2018, la couverture par 2 radars supplémentaires. Donc tout cet ensemble de moyens va nous permettre de progresser. Selon le commandant de la zone maritime Guyane, l'interception de navires illégaux diminue légèrement ces derniers mois. Aujourd'hui, on est dans la période un peu plus calme sur les incursions, puisque la météo n'est pas favorable. Mais on observe quand même, ça reste à consolider, que les incursions dans nos eaux sont plus limitées. On a quand même des incursions de bateaux plus petits, mais ça c'est plutôt des artisans de l'Oyapock, l'Oyapoké, qui viennent dans l'estuaire et pêcher à proximité de nos eaux. Bon, ça, il y a encore un flux très important, mais c'est des petits bateaux. Mais les gros bateaux, ce qu'on appelait les tapouilles mères, les tapouilles filles, aujourd'hui, on constate qu'il y en a moins. Maintenant, ça reste à consolider dans le temps. On va voir comment, avec la saison sèche, si on a à nouveau une augmentation des incursions. Mais aujourd'hui, c'est vraiment contenu. En 2015, sur 10 bateaux illégaux arraisonnés, 5 ont été détruits. La plupart des tapouilles appartiennent à des Brésiliens.
Le travail se poursuit à l'UDI, l'Union des démocrates indépendants de Guyane. C'est ce que disent Paul Bestam, délégué départemental, et José Makibé, délégué régional de l'UDI Jeunes à l'Outre-mer. Les deux hommes assurent la présidence du parti par intérim. Contribuer, participer, apporter une dose de centrisme dans le débat politique. Et je crois que ce que nous défendons, les conditions humaines, les droits de l'homme ici en Guyane, c'est des valeurs tout simplement nécessaires pour le développement économique et surtout social de notre région. En profond désaccord avec le président actuel du parti au niveau national, Jean-Christophe Lagarde, sur la ligne politique à mener, Franck Dubos a démissionné la semaine dernière. La démission de Franck Dubos, une décision que le parti regrette, d'autant plus qu'il n'y a pas eu de concertation. Nous regrettons la décision de notre président Franck Dubos de sa décision de démissionner de ses fonctions, mais nous souhaitons poursuivre le travail déjà engagé. Assis entre deux chaises, l'UDI, la voix du centre ne veut pas diviser, elle veut rassembler, pour un projet à valeur humaniste qui pour l'instant ne semble pas être dessiné. En 2 ans d'existence dans le département, le parti a réuni une quarantaine de personnes. Rassembler au centre d'abord, puis élargir son influence sur la gauche ou la droite classique, un travail bien compliqué. La demande de permis pour construire une villa à Bourda a été rejetée une seconde fois par la mairie de Cayenne. Une demande déposée en juillet dernier par le vice-président de la FRBTP, Didier Magnan, qui a été rejetée par arrêté le 29 janvier. L'argument sur notre PLU, c'est que la voie est une voie départementale et que la construction doit se situer à 20 mètres de l'axe de la voie. Donc dans le PLU en vigueur. Comment se fait-il qu'il y ait eu un délai si long d'instruction de ce dossier ? C'est parce que c'est un dossier sensible, particulier, donc on ne peut pas le traiter facilement. Donc ça nécessite d'attendre l'ensemble des avis, sachant justement que c'était un sujet particulier. Donc on a dû quand même consulter plusieurs organismes, et y compris les organismes de défense de l'environnement. Mais là, problème, la décision a été prise par la municipalité après le délai légal. Le promoteur peut donc prétendre à un permis tacite. Un panneau de chantier a été planté sur le site le 22 janvier dernier. Pour les membres de l'association Mayuri Nature, cette demande de permis est insensée au regard de la situation géographique et de l'environnement du site. Nous décidons, à travers cette action, d'énoncer un petit peu l'incohérence de la politique d'urbanisme, de vouloir continuer à construire sur le littoral, avec tout ce que nous savons, les changements climatiques, mais aussi l'érosion du littoral, qui fait de la région Guyane le littoral le plus mouvant au monde. C'est pas moi qui l'invente, c'est l'IRD, c'est le CNES. Et par conséquent, ce permis, qui est une propriété privée, nous n'allons pas à l'encontre des propriétés privées, mais du fait de sa position, comme vous le voyez ici, à 1,25 m du niveau de la mer, à 2,50 m du trait de côte, va nécessiter automatiquement, irréversiblement, un enrochement sur centaines de mètres qui va de fait interdire et rendre impossible l'accès aux citoyens, autant longitudinalement que transversalement. Et on est à ce moment-là, contre la loi littorale, on est face à un empiètement du domaine public. Actuellement hors du département, nous n'avons pas réussi à joindre Didier Magnan. L'affaire pourrait donc se poursuivre au tribunal. L'association craint que le promoteur obtienne finalement gain de cause si cette affaire est jugée sur la forme plutôt que sur le fond. Plus que 3 semaines avant le match international contre l'Honduras, la sélection de Guyane est dans sa dernière ligne droite. Depuis déjà quelques semaines, nombreux ont été les allées et venues des différents joueurs de différents clubs guyanais afin de constituer l'équipe la plus prometteuse face à leurs futurs adversaires. Un travail que prend très au sérieux l'équipe technique de la sélection dirigée par l'entraîneur Jair Karam. Là, notre objectif, c'est de faire monter au fur et à mesure donc, le régime. Donc on s'est regroupé depuis maintenant 15 jours avec un objectif qui est clair, c'est une sélection à prime. C'est faire en sorte qu'on puisse évaluer ceux qui étaient déjà présents en sélection au cours de la dernière Coupe de la Caraïbe, d'évaluer les nouveaux joueurs et puis au fur et à mesure, on fera des choix pour sortir une sélection A avec le renfort des joueurs qui jouent à l'extérieur. Ça va être un match engagé devant une équipe qui a beaucoup d'expérience. Mais en toute honnêteté, nous aussi, avec beaucoup d'envie, de détermination, on va jouer sur nos atouts, bien défendre, attaquer rapidement pour qu'on puisse après nous qualifier.
Le Honduras, une équipe qui aura créé la surprise générale lors de sa qualification à la dernière Coupe du Monde au Brésil en 2014. La Guyane affrontera une nation au niveau mondial, une première dans l'histoire du football guyanais. C'est une équipe qu'il faut respecter parce que bon, c'est clair, ils ont une certaine expérience. Mais comme je le dis, il faut pas aller la fleur au fusil. De toute façon, le Honduras, ce sont des joueurs comme nous, ils ont 2 pieds et 2 mains, ils ont une expérience. Mais on a su montrer par le passé qu'on pouvait rivaliser avec de grandes nations. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va mettre des doutes dans le travail qu'on fait depuis 4-5 mois. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'allées-venues, il y a des joueurs qui n'étaient pas dans les autres voyages, qui sont venus après. Mais tout le monde est rentré dans la masse rapidement. Tout le monde a compris l'esprit Club Guyane. Et moi, je pense que le point commun qu'on a, c'est le maillot Guyane, la fierté d'être Guyanais. La liste définitive de la composition d'équipe sera donnée le 12 mars. En attendant, travail et rigueur sont de mise afin de permettre à la Guyane de rêver plus loin. Bonsoir, bienvenue sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Maître Jean-Yves Marcot-Desroires. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocat de Raymond Apcher. Hier, sur ce même plateau, le préfet Eric Spitz était en train de nous parler justement de cette affaire, du point de vue de la préfecture. Vous l'avez vu. Aujourd'hui, vous allez commenter un petit peu ce que vous avez vu. Et puis, j'aurai d'autres questions, bien sûr, pour vous. Cette affaire qui prend de l'ampleur sur Twitter, sur Facebook. Tout le monde en parle, sauf que la loi, c'est la loi. Vous êtes un homme de loi, on va en parler. Rebondissement sur l'affaire, l'expulsion de la zone Terca. Les huissiers sont rentrés dans la danse. Résultat, personne ne bouge jusqu'en juillet. Que dit la loi, Maître Marcot-Desroires, sur cette affaire de saison des pluies notamment? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, moi je voudrais dire que bien évidemment, moi à titre personnel, mais également M. Raymond Apcher et la famille Apcher, tout le monde est bien conscient qu'il est toujours délicat d'entrer en conflit avec des gens qui sont en situation de précarité. Ce qui est le plus souvent le cas, pas toujours, mais en tout cas le plus souvent le cas en ce qui concerne les occupants de la zone Terca, comme vous l'appelez. C'est pas de gaieté de cœur et il y a eu effectivement de nombreuses démarches amiables préalables avant d'en arriver à cette demande d'obtention de la force publique, puisque les occupants ne sont pas tous partis de la zone qu'ils occupent illégalement. Tout à fait. Il y a une décision de justice, comme chacun sait, qui est ancienne, puisque je l'ai sous les yeux, elle est du 6 novembre 2009. Alors la première question que souvent on peut se poser, c'est de dire pourquoi on n'a rien fait en 2009. Sommes-nous en 2015 avec cette situation? Il faut savoir que d'abord, il a été privilégié le dialogue, la tentative de dialogue et de règlement amiable, puisqu'on pouvait penser a priori qu'il y aurait une prise de conscience de la part des occupants, sans droit ni titre, suivant l'expression consacrée, que leur situation précaire ne pouvait pas s'éterniser, qu'ils partiraient amiablement. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde, certains sont partis. Et à partir du moment où il n'y a pas eu cette libération totale, il y a eu des réquisitions de la force publique qui ont été effectuées en 2010 et en 2011. En 2011, je pense, pour la première. Ce n'était pas le même préfet et il n'y a pas été donné suite à cette première réquisition, ce qui fait que le préfet actuel, lorsqu'il a été saisi de cette question, a demandé à ce qu'une autre réquisition, enfin qu'une réquisition, il ne connaissait pas les autres, qu'une réquisition soit déposée, ce qui a été fait par le ministère d'un huissier de justice qui avait jusqu'à présent officié. Donc c'est bien pour la genèse, pour les gens qui prennent cette affaire en cours, de raconter effectivement, Eric Spitz est préfet aujourd'hui, il y en avait d'autres avant lui. Oui, voilà. D'où la difficulté. C'est pas question de faire le procès de quiconque. Évidemment, M. Apcher, le propriétaire ou les propriétaires, sont parfaitement en phase avec l'analyse qui a été faite par la préfecture, à savoir que le fameux arrêté préfectoral dont on parle, qui est effectivement celui qui est applicable à la Guyane en matière de trêve hivernale. Ici, je pense la saison des pluies. Plutôt parler de trêve pluviale. Tout à fait. Donc, entre le 1er mars et le 15 juillet, il n'y a pas d'expulsion. Mais il n'y a pas d'expulsion, ce sont les propres termes de cet arrêté préfectoral, il n'y a pas d'expulsion de locataires. Voilà, c'est ce que disait le préfet d'ailleurs. Ah, mais c'est me paraît d'une rectitude juridique absolue. Dans la mesure où il s'agit de locataires, il n'y a pas d'expulsion. A fortiori, lorsqu'il s'agit d'occupants sans droit ni titre rentrés par voie de fait ou assimilables à une voie de fait, évidemment, cette protection n'existe pas. Donc, les choses peuvent bouger avant même cette trêve hivernale. Alors, il se trouve que, après cet arrêté de 1990 ou 91, il y a eu donc ces dispositions bien précises pour dire qu'on pouvait effectivement expulser en période de trêve hivernale ou de trêve pluviale
lorsqu'il ne s'agissait pas de locataires. Et puis, il y a la loi Allure qui est arrivée par-dessus. Et cette loi Allure, on lui fait dire tout et son contraire. En tout cas, il n'est jamais dit qu'une décision de justice ne puisse recevoir application. La loi n'a pas d'effet rétroactif, elle dispose pour l'avenir, sauf en matière pénale où une loi pénale plus douce peut être rétroactive, mais là on ne peut pas prétendre qu'une loi de 2014, comme le font les huissiers, comme le disent les huissiers, peut interférer sur un jugement définitif, signifié archi-définitif, qui est du 6 novembre 2009. Donc là-dessus, il y a un désaccord profond avec la position qui a été adoptée, ou qui a été imposée, pour être plus précis, qui a été imposée à l'huissier qui avait effectivement choisi de suivre l'analyse préfectorale et l'analyse des propriétaires, l'analyse qui me paraît, moi, la seule juridiquement fondée, à savoir pas de protection puisqu'il s'agissait d'occupants sans droit ni titre. Or, ben moi je déplore, jusqu'à présent, en tant qu'avocat, je connais, comme tout le monde, la Cour de cassation, je connais la Cour d'appel, je connais le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance, toutes sortes de juridictions, de droit commun ou d'exception. Mais jusqu'à présent, que vous êtes ancien bâtonnier. Oui, mais jusqu'à présent, je ne savais pas que maintenant, pour dire le droit, il fallait s'adresser à la Chambre des huissiers départementale ou nationale. C'est une nouvelle juridiction. Vous gêne, ça? Ah, ça me gêne et ça me choque à deux niveaux. Oui. Premièrement, parce que je ne pense pas juridiquement fonder leur analyse. Et deuxièmement, ce qui me choque le plus, c'est finalement de faire des pressions fortes, voire très fortes, comme ça a été le cas, sur l'huissier qui devait intervenir la veille du déclenchement des opérations pour finalement... Rentrer dans les rangs ? Lui demander de ne pas intervenir. Et ça, j'avoue qu'au niveau de l'indépendance, au niveau de l'exercice d'une profession, ça me paraît quelque chose de parfaitement choquant. Et voilà qu'on reparle de la loi Macron. Bref, c'était juste en aparté. Le préfet dit les choses clairement. Monsieur Apcher n'a pas fait de demande de concours de la force publique. Voilà pourquoi ils n'ont pas bougé en temps et en heure. C'est vrai ou pas? Ben, je pense que j'ai expliqué clairement qu'il y a effectivement eu une demande en 2011 à laquelle il n'a pas été donné suite et qu'il y a eu une demande, une réquisition de la force publique qui a été transmise par l'huissier dernièrement. Oui. Bien sûr que si, ça a été fait. J'en ai d'ailleurs la justification ici, je peux vous la montrer si vous le souhaitez. Cette demande de concours de la force publique a été formalisée par l'huissier. Mais je pense qu'il n'a pas dit, moi je n'ai pas entendu ça du tout dans son propos. Il a bien dit au contraire que la demande avait été faite, qu'il n'avait pas eu... Enfin, la demande n'a pas été faite avant. Oui, c'est ça. Ben, je pense que d'accord, très bien. Bon, c'est une question de temps. Voilà. D'accord, très bien. Pourquoi on en parle seulement maintenant, de cette fameuse trêve hivernale? Tout le monde le savait, ça, non? Mais tout le monde le sait, tout le monde le savait, et jusqu'à présent, ça n'a posé absolument aucun problème. Et il est clair, encore une fois, que lorsque on dit que cette protection s'applique aux locataires, ça ne peut pas s'appliquer à ceux qui occupent illégalement le terrain depuis plusieurs années, en tout cas au moins depuis 2009, date à laquelle ils auraient déjà dû quitter les lieux, puisqu'il y avait un délai de 6 mois qui était prévu dans le jugement en question. C'est évidemment facile de dire que depuis le 6 novembre 2009, les 6 mois sont largement écoulés. Quel sera votre angle d'attaque? Comment vous allez défendre votre client sur cette affaire, Maître Marc-Auderoy? Vous savez, c'est une affaire qui décidément devient extrêmement singulière, parce que de quoi se plaignent les huissiers presque tous les jours de l'année? C'est de ne pas obtenir, lorsqu'on leur transmet une décision de justice, le concours de la force publique, que ce soit ici ou ailleurs. Ici, alors qu'il y avait une opération effectivement compliquée, complexe, importante, avec des problèmes humains qui étaient parfaitement bouclés, ce sont les huissiers qui disent « Non, stop, il ne faut pas donner la force publique ». Attendez, on croit quand même quelque part rêver. Et j'avoue que la position de la préfecture doit être quelque peu surréaliste, ou une perception un peu surréaliste des choses, parce que lorsque la force publique n'est pas accordée, l'État s'expose à des poursuites, en tout cas à des procédures devant le tribunal administratif pour indemniser le propriétaire dont le bien est occupé illégalement. Donc c'est pour ça que là, je pense que quelque part, on marche à l'envers, ou on marche sur la tête. Alors, on parlait justement de justice, mais il y a des êtres humains, effectivement, dans ces maisons en dur, dans ces cabanes. On a posé la question hier au préfet, je vous pose la même question. S'il y a un problème aujourd'hui, saison des pluies, il y a un toit qui tombe sur la tête d'un des propriétaires, légal ou illégal, qui est responsable?
Ça ne peut, à mon avis, évidemment pas être le propriétaire, ça ne peut évidemment pas non plus être l'État, puisque, encore une fois, il y a une décision de justice qui constate l'illégalité de la présence de telle ou telle personne sur site, que les constructions ont été édifiées illégalement, évidemment sans permis de construire, et que dans ces conditions, si il y avait ce risque que vous évoquiez, eh bien, je veux dire de manière peut-être un petit peu perverse de ma part, ça voudrait dire que l'immeuble est en péril, et à ce moment-là, saison des pluies ou pas saison des pluies, squatter ou pas squatter, à ce moment-là, l'immeuble en péril, c'est la situation dans laquelle l'expulsion est immédiate et sans aucune contestation possible. Deux dernières questions, maître Marco Desroires. Comment va votre client? Quel est son état d'esprit? Qu'est-ce qu'il a envie de faire, lui, aujourd'hui? Il veut que ça aille vite? Mais je pense que M. Apcher a été d'une très grande patience, d'une très grande bienveillance également, et il s'est attaché à prendre cette affaire à bras-le-corps, mais avec beaucoup de cœur et d'humanité. Il est pratiquement tous les jours sur le terrain pour discuter, parce que ce n'est pas du tout pour lui le fait de prendre un sifflet, de demander à ce que les forces de l'ordre interviennent. C'est au contraire des palabres journalières depuis plusieurs mois. Je suis allé avec lui d'ailleurs une fois ou deux sur place pour discuter aussi avec les occupants. Donc tout ça s'est fait dans la concertation. On voit de la misère aussi. Hein. Oui, bien sûr, oui. Il y a de la misère, sans aucun doute, donc de la précarité. Il y a quelquefois une précarité un petit peu moins visible. Donc ce n'est pas de gaieté de cœur. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que tout cela s'enclenche. Mais, ou alors il faut dire tout simplement, comme le disait Proudhon, la propriété c'est le vol. Jusqu'à présent, c'est clair qu'il y a un conflit de liberté. Le droit au logement, personne ne le conteste, c'est une des libertés fondamentales. Mais le droit de propriété, c'est également un droit important. Donc il y a un conflit de droit ou un conflit de liberté. Donc il faut l'arbitrer. Qui est-ce qui arbitre les conflits de liberté ou les conflits de droit? C'est bien la justice. Or la justice a tranché de manière définitive. Donc il faut bien, à un moment ou à un autre, que la décision de justice soit appliquée. Il y avait tout un dispositif qui avait été mis en place, en plus des démarches faites par le propriétaire. Il y avait effectivement, comme l'a dit Monsieur le Préfet dans son intervention, puisque ça a été vérifié et puis fait en concertation dans plusieurs réunions préalables, des associations humanitaires étaient mobilisées, la Croix-Rouge, enfin tout était mis en place pour que les choses se passent alors, le mieux possible et avec le plus d'humanité possible. Dernière question, sentiment personnel, vous pensez que ça va bouger avant? Bon, on a eu le préfet hier, et vous, qu'en pensez-vous? Il y a quelques pistes. Il y a quelques pistes. Voilà. Très bien. Merci en tout cas. Merci maître Jean-Yves Marco Desroires. Je rappelle, vous êtes l'avocat de Raymond Apcher. Merci d'être venu répondre à nos questions ce soir. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1 suivi du Dom Laquezotte. On se donne rendez-vous demain à 19h avec l'élu délégué au sport Atis Jaïr pour le Conseil général. Il fera son bilan 2014. Il nous parlera bien sûr des perspectives pour 2015. Excellente soirée, à demain.